Quasiment 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros week-end. Et à la une ce matin, Jordan Bardella défie l'exécutif. Voilà ce qu'il écrit depuis plusieurs semaines. Proposition m'est faite par France Télévisions de débattre face à face avec un membre du gouvernement sur la loi immigration. Problème, les ministres Gérald Darmanin et Elisabeth Borne en tête se défilent un à un. Si cette loi est aussi formidable qu'ils l'affirment, pourquoi craignent-ils la confrontation avec le premier parti d'opposition ? Fin de citation. Du côté de Beauvau, on plaide à un agenda surchargé, impossible à partir de lundi prochain de trouver un créneau. 7 Français sur 10 souhaitent un référendum sur la question migratoire pour que les lois françaises priment sur le droit européen. Pourquoi ne sont-ils pas directement sollicités ? Un grand débat sur l'immigration, le droit d'asile, le rôle de l'Europe, des associations, de la délinquance, du terrorisme. Un grand débat afin que ce 29e projet de loi depuis 1980 corresponde pour une fois aux attentes des citoyens. La question migratoire est l'enjeu majeur de ces prochaines décennies. Alors, chiche ou pas ? On en parle dans un instant, je vous présente les invités. Mais avant cela, le point sur l'information, c'est avec vous Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle. À Gaza, une frappe confirmée par l'armée israélienne a touché une ambulance hier à proximité de l'hôpital Al-Shifa. Bilan, au moins 15 morts et 60 blessés. L'ONU a condamné ce bombardement. Le Hamas affirme que le véhicule faisait partie d'un convoi qui transportait des blessés en route pour être hospitalisés en Égypte. Selon Tsahal, l'ambulance était utilisée par une cellule terroriste du Hamas. Après la tempête Ciarán qui a coûté la vie à au moins 2 personnes en France, pas de répit, la tempête Domingos arrive. Météo France a déjà placé 11 départements en vigilance orange. 10 autres le seront également ce soir en raison de violentes rafales de vent sur la façade atlantique. Et puis au moins 132 morts dans un séisme de magnitude 5,6 au Népal. Une centaine de personnes ont été blessées. Hier soir, un tremblement de terre a secoué une région reculée de l'ouest du pays. Les secours sont à pied d'œuvre pour rechercher des survivants. Des secousses modérées ont été ressenties jusqu'à New Delhi en Inde. Merci chère Isabelle, on vous retrouve à 9h30. Charlotte Dornelas est avec nous, Alexandre Devecchio, Georges Fenech, Élodie Huchard, Franck Tapiro et Philippe Ballard. Merci à tous les 6 d'être présents ce samedi matin. Je le disais donc dans le sommaire, on va revenir pendant l'émission sur cette déclaration sur Twitter de Jordan Bardella qui annonce que France Télévisions lui a proposé à ce qu'il y ait un débat sur la question migratoire, une sorte de face-à-face avec un membre éminent du gouvernement. Mais là, on n'a pas le temps. On n'a plus le temps, c'est pas possible, on ne peut pas débattre. C'est très intéressant de voir que le gouvernement ne veut pas aujourd'hui débattre sur cette question-là. Place lundi aux discussions au Sénat, c'est bien cela, Élodie Huchard. Et puis ensuite, ça sera à l'Assemblée. Ça fait juste 1 an et demi que ça dure, que c'est retardé. Bon, mieux vaut tard que jamais, dirons-nous. Mais c'est intéressant de voir à quel point les Français ne sont pas consultés sur la question migratoire et que le débat qui doit s'installer, et c'est très intéressant d'avoir un débat sur l'immigration, eh bien, il n'aura pas lieu ou il ne peut pas avoir lieu. Oui, alors effectivement, Jordan Bardella qui s'exprime sur les réseaux sociaux en expliquant que Gérald Darmanin et Elisabeth Borne auraient refusé. Alors Elisabeth Borne, ça peut sembler relativement logique. On sait à quel point elle-même ne tient pas forcément à cette loi et à quel point justement la version Gérald Darmanin ou Elisabeth Borne n'est pas forcément la même. Et du côté de Gérald Darmanin, ce qu'on nous explique pour la semaine qui va s'ouvrir et ce qui peut sembler logique, c'est que le ministre sera très mobilisé, il va être au banc en permanence, il va faire toute la session de discussion en commission à l'Assemblée. En revanche, vous le rappeliez, ça fait plus d'1 an qu'on parle de cette loi et qu'il n'y a pas eu de débat. Donc si l'argument peut tenir à partir de maintenant, un peu moins à l'époque. En revanche, dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, on reconnaît que pour l'instant, le Rassemblement national est beaucoup plus constructif que les Républicains sur ce texte de loi. Et évidemment, on nous explique, l'entourage de Gérald Darmanin, que le débat, il aura lieu et qu'il se fera au Parlement. Oui, mais ça peut être intéressant d'avoir un débat télévisé avec, non pas que d'ailleurs le Rassemblement national et l'exécutif. Ça peut être intéressant d'avoir tous les partis sur une question qui est majeure. Un projet de loi, on promet que ça sera une révolution sur les questions migratoires, que grâce à ce projet de loi, on n'aura plus ces faillites et ces impasses sur les questions migratoires. Donc vous mettez tout le monde autour du plateau. 2 heures de débat sur la question migratoire. En plus, c'est France Télévisions qui le propose, c'est absolument formidable. Non, mais c'est génial. Ils n'ont pas tous la même partition. Vous voyez bien, il y a un sujet pédagogique, oui. Un autre politique. Le pédagogique, c'est que tous les Français attendent ce débat. Oui. Ça fait des années qu'on l'attend, enfin. Oui. On va parler d'immigration. Et puis, on ne peut pas parler d'économie d'un débat. Après, il y a le côté politique, c'est quoi ? Accepter ce débat, cette joute verbale avec le RN, avec Jordan Bardella, c'est d'abord le qualifier comme l'opposant numéro 1. Donc c'est lui donner une importance qu'il a déjà.
Factuellement, deuxièmement, c'est aussi... Marine Le Pen était au second tour de la présidentielle. Mais vous envoyez qui en face? Il faudrait qu'il y ait tout le monde. Justement. Non mais là, il demande pratiquement un face-à-face. C'est ça qui est intéressant. France Télévisions, on va proposer un face-à-face, mais vous allez nous dire les contours. Il y a un problème de casting. Si on envoie Darmanin, moi je pense que c'est évidemment lui qui doit le porter. On en fait aussi... quelque part, celui qui va peut-être demain être aussi un candidat à la prochaine présidentielle. Et alors? Donc il y a un côté... Non mais moi je vous dis au contraire, je suis totalement pour ce débat. Personne, je pense ici, se raconte. Aucun Français qui nous regarde est contre le débat. Ils attendent que ça, les Français. Je pense que l'exécutif aujourd'hui doit prendre un petit peu de recul et dire, bien entendu, nous allons le faire, prendre un peu le temps et on envoie quelqu'un, bien sûr. C'est une évidence. Sinon, ça veut dire vraiment qu'on passe à côté qu'on ne croit pas peut-être totalement à sa loi, et donc on la condamne d'emblée. Et ça veut dire que ça annonce peut-être un 49-3 à l'avance. Enfin, c'est tout perdant. On va demander à l'intéressé, Philippe Ballard. C'est Jordan Bardella, là. Député du Rassemblement National, Philippe. Bon, écoute, que se passe-t-il, monsieur le député? Moi, j'ai été journaliste sportif et il y a une expression, c'est plier le match. Ouais. Je pense que si vous faites un débat entre Jordan Bardella et Gérald Darmanin ou Elisabeth Borne, il va plier le match. Il sortira vainqueur. Non, mais je vais vous dire. D'ailleurs, souvenez-vous, il y avait eu un débat entre Jordan Bardella et Gérald Darmanin. Il était question des retraites. Regardez l'extrait où Jordan Bardella l'avait emmené dans les cordes. Et Gérald Darmanin ne savait plus en fait quel était vraiment le projet retraite du gouvernement. Mais pourquoi il refuse le débat? Le bilan est catastrophique de ce gouvernement en matière d'immigration. C'est 500 000 personnes qui arrivent tous les ans en France. C'est l'équivalent, pour fixer un petit peu les esprits, de la ville de Toulouse. Alors, il y a un flux qui rentre, et il y a un flux qui ne sort pas, parce que les expulsions, on le sait très bien, le chiffre est connu, c'est 7% d'expulsions, notamment sur les déboutés du droit d'asile, les OQTF, etc. etc. Donc, on fait rentrer tout le monde, on expulse personne, le bilan est catastrophique. Et puis après, quand on lit le tweet de Jordan Bardella, à la fin, si cette loi est aussi formidable qu'il affirme, pourquoi craint-il la confrontation avec le premier parti d'opposition? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Alors déjà, on sait l'article 3. Il y est ou il y est pas? Mais ça, vous allez en débattre si vous voulez. Les techniques, les articles un par un. Tous ceux qui sont clandestins. J'entends, mais les articles un par un, vous allez le débattre, ça va être à l'Assemblée et ça sera au Sénat. Mais peut-être que les Français ont besoin... S'il y a 49.3, on n'aura pas le droit de débat. Non, mais bien sûr, mais peut-être que les Français sont dans l'attente, justement, qu'il y ait une sorte de table ronde autour de la question migratoire, et pas que avec Jordan Bardella, avec Éric Ciotti, mais pourquoi pas avec Mathilde Panot, avec Olivier Faure. Mais pourquoi vous riez? Je ris parce que je sens votre envie d'organiser ce débat. Moi, faudrait demander. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a des animateurs bien plus compétents et bien plus expérimentés, et je me permettrai pas d'animer ce débat-là. En revanche, je rêve en tant que Français et en tant que journaliste de voir, avant qu'il n'arrive au Sénat ou à l'Assemblée nationale, et ça fait des années qu'on attend ça, que la question, qui est une question majeure sur l'identité de la France, sur l'avenir de la France, la question migratoire, est une question qui n'est absolument pas posée. Et sur les débats qu'on a pu avoir pendant la présidentielle, la question de sécurité, la question de l'immigration, elle est arrivée au bout de 2h30 quand vous avez entendu des chiffres et des chiffres et des chiffres, on n'en pouvait plus, on avait un œil à gauche et l'autre à droite. Charlotte Dornelas. Et moi je crois que vous avez résumé le problème qui se pose avec ce débat. C'est que le débat que vous attendez ne concerne pas vraiment ce qu'il y a dans cette loi. C'est-à-dire que c'est une loi assez technique, en réalité, qui concerne... Alors, il y a l'article 3 qui prend beaucoup de place sur la question des régularisations de certaines personnes qui travaillent depuis des années, etc. Bon, ça, c'est l'article qui fait beaucoup de bruit. Tout le reste de la loi, c'est comment expulser ou éloigner plus facilement, on va dire, les étrangers en situation irrégulière qui sont délinquants ou terroristes. Et Gérald Darmanin insiste beaucoup là-dessus. On est au bout de l'entonnoir, je veux dire. C'est-à-dire il n'est pas question ni de l'immigration légale dans son ensemble, ni, enfin, les chiffres que vous donnez, ni même de l'immigration illégale hors délinquance ou terrorisme. Donc vous voyez que la question de quel est le poids de l'immigration sur la question culturelle, par exemple, sur l'avenir du pays, n'est pas réellement concernée par cette loi. Elle n'est pas aussi large que le débat que vous attendez, que j'attends aussi. Enfin, que les 7 Français sur 10 attendent, sondage Le Figaro cette semaine, à ce qu'il y ait un changement de la Constitution pour que la question migratoire soit posée par référendum. Justement. Non, mais c'est pas dans la loi, mais sauf que c'est au cœur de la préoccupation des Français. Non, mais moi, je ne veux pas faire un débat. Je veux qu'aujourd'hui, l'État écoute les Français. C'est juste ça que je demande. Je vais aller dans votre sens. Je pense qu'il y a une solution que devrait faire Emmanuel Macron, vu qu'il n'a pas de majorité en plus pour faire passer cette loi, c'est de faire un référendum. Là, on aurait un grand débat avec tous les partis et on poserait la question dans
dans son entièreté. Moi, je peux mettre cette loi qui convient à personne à la poubelle, et faire un référendum plus ambitieux. Je pense qu'il se grandirait, Emmanuel Macron, à prendre ce risque. Mais la question, quand vous évoquez la Constitution, mais Gérald Darmanin d'ailleurs répond à cette question de manière assez ouverte. Il dit, moi je suis ministre de l'Intérieur, donc j'ai les pouvoirs d'un ministre de l'Intérieur, celui de faire une loi ordinaire. Or vous savez que dans l'état de droit, la distribution, on va dire la hiérarchie des normes, vous avez la Constitution qui est le pouvoir suprême, ensuite tous les traités signés internationaux, et enfin les lois et règlements français. Gérald Darmanin, il peut travailler sur le dernier échelon. La Constitution et les traités internationaux, ça relève du président de la République. Alors, Emmanuel Macron a vaguement ouvert la porte, peut-être un jour, on ne sait pas, à la question de la Constitution. La question de la renégociation des traités européens ou internationaux, je ne suis pas sûre que ce soit lui qui y passe, quoi. Donc, Gérald Darmanin, il fait... à son échelon. C'est toujours la même chose avec les émissions le samedi matin ou même toutes les émissions. Je dis toujours, on va faire pas du tout, pas du tout. C'est pas de votre faute, c'est de ma faute. C'est-à-dire que avec France, on s'est dit on va faire une fausse ouverture. Ça va durer 2 minutes et en fait c'est 20 minutes. Et Georges Fenech, c'est tellement intéressant et c'est encore une fois ce qui peut se passer sur ces questions migratoires peut transformer le pays sur les 40 prochaines années. Donc et si vous êtes sûr de votre fait, si vous êtes sûr de votre loi, si vous êtes sûr de votre bilan, mais vous affrontez n'importe qui. Vous dites, mais allez-y, débattons. Sauf que depuis, disons, ces 30 dernières années, je crois qu'il y a eu plus de 29 lois. 29 Depuis 1980, c'est la 29e. Voilà. Est-ce que ça a véritablement réglé le problème? Est-ce que ça ne sera pas une loi de plus, à moins, effectivement, que la France décide une fois pour toutes de retrouver sa souveraineté en matière de politique migratoire. Et ça passe, effectivement, par une loi qui est une force constitutionnelle, une loi référendaire, qui permettrait de pouvoir reprendre la politique. Alors, il y a un deuxième point aussi qui est important, à côté de la souveraineté de la France. N'oubliez jamais une chose, c'est que les lois, qui les appliquent? Ce sont des magistrats qui appliquent les lois, voyez-vous? Et que lorsqu'on voit comment ces dispositifs ont été reçus par une certaine frange de la magistrature, notamment après l'affaire de l'Océan Viking, où on s'est organisé pour relâcher tout le monde, si vous n'extirpez pas une idéologie d'ultra-gauche, je dirais, au sein de la justice, qui ne joue pas le jeu de la loi, vous ne réglez rien. En fait, le politique s'est défait de sa souveraineté à l'égard de l'Union européenne et à l'égard des juges qui font ce qu'ils veulent pour appliquer les lois. Voilà. Je peux même proposer les contours du débat. Vous répondez aux questions des Français. Vous avez 5 Français. Vous avez 5 Français qui posent des questions directement au gouvernement. Et en plus, après, c'est un échange avec les membres de l'opposition, que ce soit le RN et consorts. Vous avez ensuite, vous me parlez des magistrats. Oui. Le syndicat de la magistrature qui est face à Gérald Darmanin sur la question migratoire. Ça peut être intéressant, ça. Pourquoi pas? Oui. Un membre de l'OFPRA, présent. Un membre d'une association, présent. Tout le monde autour de la table. Le débat. Oui, ce qui est intéressant. Non, mais ce qui est intéressant. Pourquoi je vous le dis? Non, mais pourquoi je vous le dis, Philippe, juste, je veux vous montrer un sujet qui est au cœur justement des préoccupations des Français sur la question migratoire. Et on en parle souvent, c'est à Paris, dans le 18e arrondissement, parce que c'est toujours la même chose. On met la poussière sous le tapis. Au lieu de régler une situation, on va le déplacer quelque part. Et les populations les plus précaires pâtissent de cette situation. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on peut faire un lien entre une partie de l'immigration et la délinquance et l'insécurité. Cette phrase-là, on ne pouvait pas la prononcer il y a encore quelques années sur un plateau de télévision sans être taxé d'extrémiste. Voyez le sujet donc de Raphaël Lazreg, Axel Rebaud et Adrien Fontenot. À Porte de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, c'est le jour et la nuit. Il y a d'abord les rondes de police, puis un contexte bien différent en leur absence. La nuit, il y a tous les toxicos qui sont dehors, qui font leur marché. Vous voyez, là, il n'y a pas de police. Là. Ils ont open bar. Une situation confirmée par ce trafiquant. Oui, le soir, c'est le matin, il n'y a pas de gens. Parce que là, beaucoup de police, là, les gens viennent pas. Des groupes de migrants au pied des immeubles et commerces pour un trafic à ciel ouvert en pleine nuit dans le nord de la capitale. Conséquence, une insécurité grandissante qui affecte les riverains. La Chapelle, c'est tous les soirs des bagarres, coups de bouteilles, sable, tout ce qui suit. Et c'est invivable maintenant dans le 18e. Ma mère s'est fait agresser pour 50 €, quoi, parce que le monsieur était tellement en manque qu'il était prêt à nous faire du mal, quoi, pour avoir sa dose de crack. Donc, ouais, non, c'est devenu assez compliqué. Et pour les élus d'opposition, les craintes vont au-delà des trafics. Aujourd'hui, quand on a des concentrations
de problèmes tels que c'est le cas dans le nord-est de Paris, que ce soit sur des publics vulnérables, que ce soit sur des points de fixation de migrants, évidemment, on cumule énormément les problèmes. Donc, un jour ou l'autre, ce sont les riverains qui, malheureusement, comme ça s'est passé déjà à l'île de Flandre, qui feront la loi eux-mêmes, et ça, nous ne souhaitons pas, nous souhaitons intervenir avant. Évacuée à de nombreuses reprises, la colline du Crac n'est peut-être plus. Mais trafic et insécurité continuent bel et bien de régner porte de la Chapelle. Voilà un cas pratique. Un cas symbolique de la situation migratoire, de l'impasse migratoire dans laquelle on est et qui ensuite crée des conséquences sur notre sécurité. J'ai envie de dire, hélas, les faits nous donnent raison parce que le lien entre immigration et insécurité, ça fait quand même, on peut porter ça au crédit du Rassemblement national des années qu'on le dit et on en a la démonstration. Moi, j'avais été candidat aux élections régionales en juin 2021. On était allé avec Jordan Bardella dans ce quartier, notamment le Jardin des Halles, c'est juste à côté, où on parquait en fait tout le trafic du crack, pour faire très simple. Et je renvoie à un dossier du Nouvel Obs, qui n'est pas un organe lié au Rassemblement national, tout le monde en conviendra, et qui avait démontré que c'était un trafic tenu par des Sénégalais. Voilà, c'est comme ça, je ne fais pas l'opprobre à nos amis sénégalais, une mafia sénégalaise avec des gens qui étaient quasiment tous en situation irrégulière. Et ils étaient surveillés par la police. Et on voit des scènes mais hallucinantes. Moi, je me rappelle de scènes, il y avait parce que le crack, quand on tombe dedans pour s'en sortir, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai vu des gens lécher le trottoir parce qu'il y avait du crack qui était tombé par terre. Et les gens, les riverains, vivaient avec ces gens-là. Donc tout ça, c'est stop. Et pour finir, en revenant juste rapidement sur ce qui vient d'être dit, nous, le projet de Marine Le Pen, il est toujours d'actualité. On ferait un référendum sur la question migratoire, avec des questions très simples, sur le regroupement familial, sur l'acquisition de la nationalité. Et puis ça commence à être abordé. Si on ne change pas notre constitution, on n'arrivera à rien. C'est pourquoi Marine Le Pen, Jordan Bardella, propose un référendum pour faire en sorte que la constitution française soit la norme suprême en matière de politique migratoire, pour nous mettre à l'abri de toutes ces jurisprudences qui nous viennent de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice européenne. On ne sort pas de ces institutions, mais en quelque sorte, on les empêche de rentrer chez nous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la question migratoire. Vous parliez du Jardin des Halles de Paris dans le 18e arrondissement. On peut citer également le quartier Calisté à Marseille, souvenez-vous, gangréné par l'insécurité, tenu par des trafics illégaux des gangs nigérians. Moi, je serais curieux de retourner dans cette cité-là pour voir si la population aujourd'hui est en sécurité, si la population à Marseille, dans cette cité Calisté, a réussi à changer la donne. Il nous reste un peu... Son modèle suédois, dommage, parce qu'on n'a pas parlé du modèle suédois. Le modèle danois aussi. Et les Danois, mais les Suédois, hier, ou il y a 2 jours à peu près, ont pris une mesure justement pour freiner totalement l'immigration. On le voit, donc c'est un problème français, c'est un problème mondial, c'est un problème européen. Donc on regarde la Suède pour une fois, pour ces problématiques-là. On sait très bien qu'en Europe, tout le monde a une problématique, c'est l'immigration. Donc il va falloir en parler pour détendre justement... Oui, parce que c'est source de conflits, bien évidemment, et de tensions au sein même de la société. Revenons à cette actualité absolument dramatique et inquiétante en France. Un bon juif est un juif mort. Voilà ce qu'on pouvait lire sur les murs à proximité d'une école strasbourgeoise. Cet acte s'ajoute à la longue liste des faits d'antisémitisme recensés depuis le 7 octobre. 887 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que probablement la semaine prochaine, on arrivera à plus de 1000 actes. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que cumulé 2021 et 2022, on arrive à ce qui s'est passé en l'espace de 3 semaines sur notre sol. Sujet d'Audrey Berthaud, Chloé Tarka et Kylian Salé. Des croix gammées, des étoiles de David et des slogans antisémites. Ce vendredi, de nouveaux tags ont été découverts sur 2 établissements scolaires de Strasbourg. Les clichés ont été partagés par le conseiller municipal de la ville. Nous ne sommes plus dans la théorie. À quelques jours du 85e anniversaire de la Nuit de Cristal, la haine des Juifs s'affiche à nouveau en grand dans nos rues. Face à l'antisémitisme, la réponse doit être implacable. La maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, a ensuite réagi. J'adresse tout mon soutien à la communauté juive de notre ville et reste mobilisée en lien avec l'État pour assurer la sécurité des habitants. L'antisémitisme n'a pas sa place à Strasbourg. Jeudi, un autre tag indiquant Free Palestine avait été découvert sur un lycée du même secteur. Une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg. En France, 887 tags antisémites ont été recensés par le ministère de l'Intérieur depuis l'attaque du Hamas contre Israël. C'est une situation à laquelle
On ne peut pas imaginer, enfin en tous les cas, moi le nombre de témoignages qu'on a de Français de confession juive qui ont changé leur mode de vie depuis le 7 octobre, qui ont enlevé leur mezouza, qui ne portent plus la kippa dehors, qui sont des parents qui sont dans l'inquiétude permanente lorsqu'ils déposent les enfants à l'école. Vous revenez justement d'Israël, Franck. En fait, déjà on se trompe, je suis désolé, on se trompe de terme, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antijudaïsme. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Ce n'est pas un appel au meurtre face aux sémites, mais face aux juifs. Même en Israël. En Israël, vous croyez vraiment que les Palestiniens parlent d'Israéliens? Écoutez, je comprends un peu l'arabe, ils disent Yahoud. Yahoud, c'est le juif. On ne pointe pas l'israélien, on pointe le juif. Donc déjà, le mot antisémitisme ne va pas. Donc s'il va falloir faire changer peut-être un peu l'utilisation, c'est ce mot. On veut aujourd'hui tuer des juifs. Deuxièmement, tous celles et ceux qui, depuis des années, à peu près une vingtaine d'années, vous savez, on dit importer le conflit, mais de quelle façon? En parlant d'antisionisme. Alors ça, c'est extraordinaire, l'antisionisme. On dit, ah non, non, moi je suis antisioniste, je ne suis pas antisémite. Mais on voit bien que c'est totalement faux. On voit bien que depuis des années, on s'est servi de cette fausse barbe de l'antisémitisme, qu'on a appelée antisionisme. Mais ici, c'est quoi? On voit bien qu'aujourd'hui, ça bouge en Israël, il y a un conflit en Israël, quel que soit, bien entendu, celui qui a été attaqué et celui qui attaque, on s'en fout complètement aujourd'hui. Et on dit aujourd'hui, on voit bien que quand on déteste Israël, on déteste les Juifs. Et donc quand on déteste Israël et les Israéliens en Israël, ça rebondit sur qui? Sur les Juifs, non seulement en France, mais partout dans le monde. Regardez aux États-Unis, regardez en Angleterre. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'antisionisme, il n'y a même pas d'antisémitisme, c'est de l'anti-judaïsme. Et cet anti-judaïsme, le néologisme que vous faites, Alexandre Devecchio, on le voit concrètement depuis le 7 octobre avec une haine décomplexée. Alors, on parlera après la publicité d'une vidéo absolument terrifiante d'une femme qui s'amuse de ses bébés qui auraient été brûlés vifs dans un four en Israël. Mais là, vous avez donc les croix gammées, les chants dans le métro à Paris, les slogans, la porte brûlée dans le 20e arrondissement d'un couple. Bien sûr, on parlait de djihadisme d'atmosphère, il y a aussi un antisémitisme d'atmosphère, et tout ça s'inscrit dans une forme d'ensauvagement de la France. Il faut bien sûr le dénoncer, être implacable, mais il faut maintenant s'intéresser aux causes de tout cela. Si on ne traite pas les causes, on ne combattra pas sérieusement l'antisémitisme. Il ne suffit pas de dire que c'est mal pour que ça s'arrête. En réalité, c'est un antisémitisme ou un antijudaïsme qui est très largement importé, qui est lié à une immigration venant de pays qui ont une culture, c'est comme ça, de l'antisémitisme. Exacerbé encore par la montée de l'islamisme. Donc si on n'arrête pas les flux migratoires, on ne s'en sortira pas. Ensuite, il y a le problème de la complaisance de certains politiques avec ça. Je pense que ça a été accentué par le wokisme, par l'islamo-gauchisme qu'on voit de manière chimiquement pure. Ça n'existait pas, mais on voit que là, il existe et effectivement, il a installé une culture de l'excuse au nom d'un certain antiracisme. Finalement, on tolère, voire on encourage le racisme contre les juifs. Et enfin, la troisième chose sur laquelle il faut travailler, ça va prendre du temps, c'est également l'éducation, mais pas seulement faire de la morale, parce que ça sert à rien. On voit bien que là, tous les repères élémentaires ont sauté. On est face à des individus qui sont totalement décérébrés, parfois, comme on les a vus dans le métro. Donc là, il y a un travail immense à faire là-dessus aussi. Mais ça, c'est un travail sur le long terme, mais sur le court terme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est ce qu'a dit Franck tout à l'heure. Il y a une chose que je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris, d'ailleurs. Il nous dit, ce n'est pas d'antisémitisme, c'est anti-juif. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les juifs, pour mériter une telle haine dans le monde entier? C'est la question que je me pose. Autant je peux comprendre politiquement, logiquement, qu'il y ait de l'antisémitisme, l'antipolitique israélienne, l'occupation des machins, ça, je peux le comprendre. Mais si, effectivement, on déconnecte du conflit israélo-palestinien, il y a cette haine anti-juive, mais d'où ça vient, quoi? Je ne sais pas, je suis incapable de dire pourquoi il y a cette haine anti-juive. Ah là, j'ai des éléments. C'est sympa de lancer ça juste avant une publicité. Merci, Georges. On parlait du référendum tout à l'heure, ça serait intéressant de faire une grande discussion là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter un sort pareil? C'est culturel, vous savez, il y a énormément. Mais d'où ça vient, quoi? Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne juste après la publicité sur ces chiffres qui sont alarmants. Il y a aussi la hausse des actes d'apologie du terrorisme. Vous verrez. J'ai beaucoup hésité à l'idée de diffuser hier cette réaction d'une dite mannequin influenceuse qui s'amuse
concernant cette information. Alors il y a deux versions qui se confrontent, celle des secouristes à Gaza, en Israël, pardonnez-moi, et celle des journalistes présents également sur des bébés qui ont été mis vivants dans un four. Oui, vous savez, c'est un secouriste de Zaka, je peux vous dire que moi j'ai été sur le terrain, quand on voit les horreurs qu'ils ont vécues, quand on voit le drame de leur quotidien, à découvrir l'innommable, ils peuvent même pas raconter. Regardez, ils sont en larmes, ils n'arrivent pas à raconter alors que ça fait 25-30 ans pour la plupart qu'ils connaissent des horreurs inouïes. Et donc il est sorti vraiment de cette découverte de ce corps, il en parle, il faut voir dans quel état il est. Et comment on peut imaginer une seule seconde, quand on a une once d'humanité, que cette personne peut mentir ou inventer quelque chose avec des détails, vous savez, scabreux par rapport à la pièce du four qui était incrustée dans le corps du bébé. Il faut vraiment être dingue d'imaginer que ce secouriste qui a découvert l'horreur ait pu mentir ou même travestir la vérité. Alors pour l'instant, les autorités israéliennes refusent de communiquer là-dessus. C'est-à-dire si c'est vrai ou pas, s'ils ont les éléments. Apparemment, ce serait parce qu'ils ne vont pas faire du cas par cas dans l'horreur. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'amuser à expliquer. Que ce soit vrai ou faux, en faire une blague. Merci. Que ça soit vrai ou faux, ce qu'on va entendre après la publicité, c'est juste ignoble. Un peu plus de 9h30 sur CNews, le point sur l'information avec vous Isabelle. Pas de trêve temporaire sans la libération des otages enlevés par le Hamas. C'est ce qu'a déclaré hier Benyamin Netanyahou. Dans le même temps, la France demande des explications à Israël. Un institut culturel français a été la cible d'une frappe israélienne à Gaza, ce qui suscite notre étonnement et notre incompréhension, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Après sa visite en Israël hier, Anthony Blinken poursuit son déplacement en Jordanie. Le secrétaire d'État américain doit rencontrer le roi Abdallah II. Anthony Blinken participera à une réunion ministérielle avec plusieurs pays arabes. Hier, le chef de la diplomatie américaine a de nouveau plaidé pour la création d'un État palestinien, seul à même d'assurer la sécurité à long terme d'Israël, selon lui. Et puis l'est de l'Espagne, ravagé par un feu de forêt. 200 pompiers sont mobilisés. L'incendie est attisé par des vents violents. 850 personnes ont dû quitter leur domicile en raison de l'avancée des flammes. Le feu s'est déclaré jeudi après-midi dans la région côtière de Valence. Près de 1400 hectares sont déjà partis en fumée. Vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux à réagir à notre première question qu'on se posait. Faut-il un débat sur la question migratoire avec Jordan Bardella qui a interpellé le gouvernement en disant finalement Gérald Darmanin, Elisabeth Borne se défilent. J'ai vu d'ailleurs pas mal de réactions. On parlait du 18e et du 20e arrondissement. Les migrants se réinstallent au Jardin des Halles, donc entre La Chapelle et Stalingrad. C'est insupportable. Pourquoi pas un débat organisé par CNews? Je sais pas. Alors là, je ne sais pas quoi faire. Mais comme par hasard. Non, mais je ne sais pas. C'est ce qui est dit par Corinne, par exemple. Mais Corinne, je ne suis pas très bien pour ce débat. Non, mais ce qui est effectivement intéressant, c'est que Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il peut dire? Ça fait 7 ans qu'aujourd'hui, le gouvernement se trompe en permanence. On a compris. On a compris? Oui. Je vous ai compris? Je vous ai compris. Je vous ai compris. Le débat est un peu court. Celui qui a dit ça. Revenons à l'actualité, je le disais avant la publicité, et cet antisémitisme décomplexé, et cette haine décomplexée, notamment sur les réseaux sociaux. Vous allez découvrir une vidéo absolument insupportable, vue des millions de fois en l'espace de 24 heures. Une femme qui se filme et qui ironise sur le sort des bébés assassinés par les terroristes du Hamas, mis dans un four vivant. C'était le 7 octobre dernier. 2 versions concernant ce drame se confondent, celle des secouristes, qu'on entendra un peu plus tard, et celle de certains journalistes qui sont sur le terrain, qui disent « nous, on n'a pas eu vent de ce crime atroce ». Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a saisi le procureur après la publication sur les réseaux sociaux de cette vidéo dans laquelle une internaute tient des propos antisémites sur les bébés tués par le Hamas lors de l'attaque terroriste contre Israël début octobre. Vous allez voir ce qu'elle dit. On a coupé la séquence qui dure 47 secondes. En fait, ces 47 secondes, elles sont insoutenables. Donc il y a une enquête qui est en cours, il faut prendre des précautions parce que ce sera à la justice de savoir et aux enquêteurs de savoir ce qui s'est réellement passé. Vous savez que un avis sans eux, hein. Mais vous savez que je me suis posé une question, j'ai trouvé ça tellement fou. La séquence, je me suis dit, est-ce que c'est pas une deepfake? Oui, est-ce que c'est pas? Vous avez pensé à ça également? Parce que je me suis dit, c'est tellement horrible. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, moi, je dis encore une fois, l'enquête va déterminer ce qui s'est réellement passé. Et c'est une enquête ouverte notamment pour apologie du terrorisme. Regardez la vidéo.
Moi, il y a une chose qui me turlupine. Je vais vous donner le fond de ma pensée, sans filtre. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym, ils l'ont fait revenir à quoi, et ça a été quoi l'accompagnement? Vous posez pas la question, vous? Et je vais vous faire écouter le témoignage du secouriste de Zaka, c'était cette semaine, qui explique ce qu'il a vécu sur le terrain. Lorsque les secouristes ont ouvert le sac, ils ont vu un spectacle horrible. Il y avait les corps des parents qui avaient vraisemblablement été tués de manière particulièrement atroce dans leur maison, puis ils ont pris le bébé et l'ont mis littéralement dans le four de la cuisine. Alors que le bébé était encore en vie, ils l'ont mis dans le four et ils l'ont fait cuire vivant. Le corps était brûlé et malheureusement, de ce que j'ai pu en voir en raison de la chaleur, le corps était gonflé et un élément du four s'était même greffé sur le corps. On va revenir sur la déclaration de cette influenceuse ou mannequin. Cette procédure est en cours d'enregistrement. Traitement par le pôle national de lutte contre la haine en ligne. Et il y a une identification de l'auteur de la vidéo et l'enquête en cours pour apologie du terrorisme. Mais comment on peut tenir ces propos, les diffuser sur les réseaux sociaux? Comment? Et là, je ne sais pas quoi vous dire. Aucun commentaire, on ne peut pas faire de commentaire là-dessus. Aucun? C'est juste insupportable. C'est une forme d'inhumanisme. En fait, on déshumanise totalement, on banalise la mort des Juifs, et on les déshumanise. En gros, on leur refuse même le statut de victime. Et on le voit. Le 7 octobre, il y a une tuerie sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le 9 et 10 octobre, on crie mort aux Juifs dans les rues. Il faut juste se rappeler ça. C'est-à-dire que même quand on tue des Juifs, les Juifs sont coupables, on en parlait tout à l'heure. Quand il fait ça, il faudra faire un autre débat. Mais aujourd'hui, on délégitimise leur mort et la façon dont ils sont morts. Parce que là, en fait, et on l'a dit tout à l'heure, même en off avec Charlotte, que le bébé ait subi ça ou pas. Admettons même que ce ne soit pas vrai. On va faire exprès. Mais comment peut-on dire une chose pareille par rapport à une mort d'un bébé, d'un nourrisson, dans un four, et on parle de rajouter du sel, mais quelle dinguerie, quelle inhumanité. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça le débat. C'est pas on dit Israélien contre Palestiniens, on a dit Hamas contre Israël, on a dit Juifs contre musulmans. C'est pas vrai. C'est l'inhumanité contre l'humanité. Regardez à la fois ce qui a été fait le 7 octobre, regardez l'inhumanité du traitement de l'information qui parle maintenant de d'épuration ethnique. D'un autre côté, on veut comparer les Israéliens, donc les Juifs, aux nazis. Mais oui, c'est tellement facile. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est une forme de... Allez, on va se lâcher un petit peu, on dit que les victimes sont finalement des bourreaux. Mais ça fait des années, c'est pas maintenant. Ça fait des dizaines d'années qu'on assiste à cette transformation, cette inversion victimaire et l'inversion aussi de culpabilité. Gérald Darmanin, je le rappelle, a saisi dès hier le procureur de la République après les propos tenus par cette mannequin ou influenceuse Philippe Ballard. Mais en fait, j'ai envie de dire, peu importe que l'histoire soit vraie ou pas. Enfin, pourquoi ? Parce qu'elle va être repérée. Enfin, je pense qu'elle a visage découvert, on peut l'identifier. Si une enquête sérieuse de mener, on va pouvoir revenir à la source. Donc, qui est-elle, où habite-t-elle ? Donc, soit ça relève de la psychiatrie complète, mais là, on est dans le domaine de l'abject. Et pourquoi on ose, donc avec le risque de se faire condamner, et j'espère extrêmement sévèrement, faire ça ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Alors, on va y revenir, pourquoi il y a ce climat en France, en Europe et dans le monde. Nous, on paye quand même, on va y revenir, une immigration incontrôlée qui fait le lit du communautarisme, du séparatisme et d'un islam radical. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tous les musulmans pratiquent bien sûr l'islam radical, mais il faut lutter contre cela. Marine Le Pen avait déposé une proposition de loi en février 2021. Après, il y a tout un écosystème porté par les politiques. Enfin, quand Madame Obono refuse de qualifier de terroriste le mouvement Hamas, quand il y a des députés de la France Insoumise ou des personnes du NPA qui participent à des manifestations, comme ça avait été le cas en novembre 2019, organisées par le CCIF, organisation dissoute depuis Marche contre une soi-disant islamophobie, et qu'on crie Allah Akbar à 2 pas du Bataclan, on peut quand même se poser des questions. Puis, il y a toute une sorte d'écosystème où baigne une partie de la presse, il faut quand même appeler un chat à chat, il y a l'humoriste,
entre guillemets, Guillaume Meurice, qui avait comparé... Qui a toujours pas j'ai plus la phrase exacte en tête, mais Netanyahou, un nazi sans prépuce. Un nazi sans prépuce. Voilà, il y a toute une presse qui, fraye avec l'islamo-gauchisme. Après, il y a ce milieu artistique qui s'est quand même tu pendant des semaines, et sportif également. Il y a notre champion olympique, triple médaille aux 3000 mètres steeple, qui a comparé, absolument, dans un tweet, qui a comparé le régime, Israël à un régime nazi. Voilà, et tout ça, ça entretient un climat qui fait que, on peut faire des vidéos comme celle qu'on vient de voir, où on parle de ce bébé, alors vrai ou pas, mais ça en dit long quand même sur la France orange mécanique qui se déploie sous nos yeux. L'enquête est en cours. Je vous donnais ce chiffre terrifiant de 887 actes antisémites recensés sur notre sol depuis le 7 octobre, mais il y a aussi les signalements et les messages de haine sur Pharos. Oui. Plus de 6000 depuis le 7 octobre. Donc Pharos, je le dis aux téléspectateurs, c'est une plateforme qui a été créée en 2009 et elle permet de signaler les contenus illicites. C'est-à-dire que vous avez plus de 200 signalements par jour depuis le 7 octobre. Tanguy Hamon revient sur ces signalements. De la haine en ligne et de l'apologie du terrorisme ne cesse de grimper en France depuis les attaques meurtrières du Hamas contre Israël. Le conflit se répercute en effet dans l'Hexagone, sur Internet notamment, avec la plateforme Pharos qui a d'ores et déjà enregistré plus de 6000 signalements pour des contenus ou messages liés à la haine en ligne, des faits que les services spécialisés traitent et transmettent à la justice. Ainsi, près de 300 de ces signalements ont d'ores et déjà donné lieu à une judiciarisation des dossiers afin que les faits soient jugés. Les cas d'apologie du terrorisme sont concernés, avec des messages ou des paroles qui défendent les actes du Hamas, par exemple. Dans ce contexte, les actes antisémites sont eux aussi très nombreux hors Internet, sur la voie publique. 887 événements et incidents antisémites ont été recensés en France, donnant lieu à 442 interpellations, nous a indiqué une source policière. Croix gammées taguées sur les murs, insultes, logements de personnes juives spécialement visées par des menaces. Autant d'actes qui viennent faire grimper les chiffres recensés par les autorités. Et parmi ces 6000 signalements, il y a donc cette femme qui ironisait notamment sur les réseaux sociaux, comme s'il n'y avait aucune limite sur les réseaux sociaux, Charlotte Dornelas, depuis le 7 octobre, mais on l'avait vu précédemment. Mais là, j'ai l'impression qu'on a passé un cap. C'est-à-dire qu'on peut tout dire, et même le pire. Oui, ça, on peut tout. Moi, je pense qu'il y a Enfin, je sais pas, quand je vois ça, je me dis, c'est le sentiment d'impunité dont on parle depuis longtemps, en fait, qui existe sur tous les terrains. Là, c'est dans l'abjection totale. En plus, le bébé, enfin, je sais pas, il y a des limites, normalement, quoi. Le bébé, on n'y va pas, quoi. On s'arrête avant. C'est le côté, j'imagine que... Je sais pas, en l'écoutant, je me dis, soit elle se croit drôle, elle n'est pas la seule à se croire drôle en disant des trucs bizarres, soit... c'est une manière d'ironiser parce qu'elle remet en cause l'existence de l'histoire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, mais c'est pas le sujet, en fait. Surtout, vu le contexte, c'est pas le sujet. Déjà qu'elle y pense, qu'elle ait cette discussion, qu'elle prenne le temps de faire une vidéo, qu'elle la poste, enfin, je sais pas, c'est réfléchi quand même. C'est de répondre. Selon elle, l'information qui est donnée, on va essayer de comprendre l'incompréhensible. Selon elle, peut-être l'information qui est donnée par les médias est absurde. Non, mais moi, je pense que c'est ça. Elle remet à l'absurde, on va répondre par l'absurde. Elle fait semblant de croire qu'en fait, l'accusation, c'est qu'ils auraient voulu le manger en le faisant cuire. Enfin, franchement, je ne vais pas rentrer dans son... Et ce qu'il y a de pire, je ne sais pas, pardonnez-moi de vous couper, Charlotte, mais elle fait 47 secondes, cette séquence-là. Oui. Vous avez cette femme qui se filme face caméra, mais vous avez également en fond, vous entendez un enfant qui continue cette blague. On suppose que c'est... Non, mais vous savez, sur les réseaux... Pardon, mais sur les réseaux sociaux, on parle souvent des réseaux sociaux et de la violence, voire de la haine des enfants entre eux, sur la question du harcèlement scolaire, par exemple. Quand vous êtes capable d'aller mettre en danger, d'insulter à répétition, 4 heures par jour, plus la nuit, plus pendant les vacances scolaires, un enfant avec qui vous êtes à l'école, que vous connaissez, ah bah, c'est clair, il n'y a plus de limite en fait. Vraiment, il n'y en a plus. Oui, parce qu'il y a une relation à l'image qui a totalement changé déjà depuis Mohamed Merah. On l'oublie, mais Mohamed Merah, quand il a commis ses horreurs à Ozaratora à Toulouse, il s'est filmé avec une GoPro. Et il s'est filmé avec une GoPro, et je peux vous dire que c'était réfléchi, donc prémédité, il voulait vraiment en faire un acte d'héroïsme. Pareil, le 7 octobre. Tous les terroristes, enfin les monstres du Hamas,
ont filmé leurs exactions. Mais derrière cela, et moi, malheureusement, j'ai vu beaucoup de vidéos. Il y en a d'autres qui sont malheureusement pire que ce qu'on a raconté avec le bébé. Si on parle d'éventration de femmes enceintes, et je m'arrêterai là, j'ai la vidéo. Je peux vous la montrer. Et là, on verra si justement les gens continuent à dire « ça ne s'est pas passé ». Comme on a fait, vous savez, 39-45, il y a eu le révisionnisme. Là, aujourd'hui, il y a du révisionnisme. On invente une autre histoire du sionisme et du peuple juif. On invente n'importe quoi et on délégitime surtout la réalité. Mais je peux vous dire que ce qui change, c'est quoi par rapport à l'image? Et regardez toutes les vidéos qui ont été faites. Toutes. Ce n'est pas tant l'horreur qui est montrée, c'est le plaisir que leurs auteurs ont éprouvé, ont ressenti. La jouissance, comme on dit en arabe, le kiff. Kiffer quand on décapite, quand on éventre, quand on brûle, quand on assassine, quand on viole, quand on torture, c'est ça aujourd'hui le passage dans l'inhumanité. Donc c'est totalement différent que... Parce qu'ils assument, ils montrent, ils revendiquent, ils veulent faire de la promotion et de la propagande dans le plaisir. C'est ça qui change complètement. On fait semblant d'être surpris. Alors certes, la vidéo sur le bébé est extrêmement choquante, mais en réalité... cette affaire, ce conflit israélo-palestinien agit comme un révélateur sur ce qu'est la société française et c'est pas totalement nouveau. Je me souviens du 11 septembre où certains criaient Vive Ben Laden. Je me souviens des tags favorables à Mohamed Merah. Je sais que dans les écoles, on dit je vais te faire une Samuel Paty quand on veut te menacer. Donc en réalité, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça peut plus être caché sur le tapis et c'est peut-être la seule bonne nouvelle du moment, c'est qu'on peut plus dire ça n'existe pas, qu'on va enfin sortir du déni, mais tout ça existe depuis longtemps, ça a des causes profondes et c'est pour ça que ça va être très long et que si on n'agit pas sur les causes, ça ne sert à rien. Vous avez raison, Alexandre, mais la différence entre 2001, quand vous dites qu'on entendait Vive Ben Laden, et 2023, c'est le nombre. C'est-à-dire que ce qui était... Il n'avait pas les réseaux sociaux. Oui, mais ce qui était, somme toute, marginal en 2001... Sans doute, ça a progressé parce qu'on n'a pas agi à ce moment-là. Grandement progressé. Mais ce qui m'intéresse, Charlotte, c'est que vous avez parlé d'impunité. Et il est possible que les gens qui insultent, menacent, font ces genres de vidéos sur les réseaux sociaux, se disent finalement, là, je n'ai pas peur de qui ? Et peur de quoi ? C'est ça. La justice, qu'est-ce qu'elle va faire ? La justice sur l'apologie du terrorisme ou la justice, je vais aller en prison parce que j'ai fait cette vidéo. Mais vous êtes fous, on est en France. Regardez ce qui s'est passé à Beaucaire. Quand un fait est signalé, que la personne est appréhendée, il faut que justice suive. L'imam de la mosquée de Beaucaire. Et c'est pas n'importe qui, puisque là, pour le coup, c'est un représentant religieux. Et dans une période de grande tension, que ce soit un imam, un prêtre ou un rabbin, ils ont un rôle mais essentiel, justement, pour canaliser les haines, pour appeler à la paix. Cet imam s'appelle Yassine El-Imar. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis vendredi à Nîmes pour apologie du terrorisme et provocation à la haine ou à la violence avec une interdiction d'exercer de 1 an. Ça s'est passé jeudi et le parquet a fait appel vendredi. Cet imam, qui est donc condamné pour apologie du terrorisme, ne fera pas un jour pour l'instant, c'est la première instance, en prison. Oui. Mais je ne pense pas que ce soit l'essentiel de cette affaire. On y vient juste après, parce que vous voulez parler du hadith, du message qu'il a relayé. Il est condamné pour apologie du terrorisme pour avoir mis une phrase entre guillemets. Pour avoir mis une phrase entre guillemets, mais une phrase quand même intéressante. C'est grave quand même. On voit le sujet. Non, je suis pas en train de... Non, parce que je suis en train de dire quelle est la question que ça pose. Je suis désolée, en fait, c'est pas lui qui parle. C'est pas lui qui parle. C'est très intéressant parce que c'est déjà arrivé en plus. On voit le sujet d'Adrien Fontenot et ensuite on reviendra dans le détail sur cette phrase-là. C'est un jugement qui a du mal à passer dans le Gard. L'imam de Beaucaire était poursuivi pour une publication sur Facebook 5 jours après les attaques du Hamas sur le sol israélien. Le prévenu de 32 ans appelait à combattre et tuer les Juifs. Sanction, 8 mois de prison avec sursis et 1 an sans exercer. Ça surprend parce que les propos étaient extrêmement violents, sous couvert d'avoir publié un texte religieux qu'il ne comprenait pas, en tout cas c'est ce qu'il a dit. On a un appel évident à la violence, donc on peut estimer que peut-être que cette interdiction n'est pas une durée, en tout cas qu'on peut estimer satisfaisante. Erreur humaine, maladresse, l'imam de Beaucaire s'est défendu à la barre, insuffisant pour la municipalité où il exerce depuis 3 ans. Ainsi, la justice française a décidé aujourd'hui que les faits commis par ce personnel religieux valent en France de la prison avec sursis, 1 an d'interdiction d'exercer la fonction d'imam et 1 an d'inéligibilité. Le maire de Beaucaire va écrire au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin afin de savoir quelles mesures l'État entend prendre pour s'assurer que les prêches eux-mêmes n'incitent pas à la haine et pour savoir de quelle manière il compte apporter des garanties en la matière aux habitants de Beaucaire.
Le parquet de Nîmes, qui avait également requis 8 mois de prison, mais avec un maintien en détention, a annoncé faire appel de cette condamnation. Yassine donc El Imar avait publié sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook des propos antisémites issus d'un hadith. Le hadith, c'est une phrase tirée d'un recueil de textes et d'actes attribués au prophète Mahomet. Et voilà ce qui était inscrit dans ce hadith. Vous combattrez les Juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira aux musulmans, voici un Juif caché derrière moi, viens le tuer. Voilà ce qui avait été relayé et lui plaide le fait d'avoir mal compris et mal interprété ce hadith-là. Mais je sais, Charlotte. Mais oui, on aurait dû rajouter une peine complémentaire pour foutage de gueule. Enfin, là, honnêtement, Exactement. Alors, parce que, en effet, l'histoire a déjà existé. On a déjà un imam qui avait été condamné. Alors, c'était 4 mois avec sursis à l'époque, et c'était à Toulouse. Et en fait, le procès à Toulouse était plus intéressant, entre guillemets, parce que justement, c'était entre gens sérieux. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas semblant. Là, il nous a expliqué, c'est quand même un homme intelligent, en tout cas de ce qu'on a compris, qui a fait des études, qui est imam depuis 10 ans. Il nous dit, je ne connaissais pas ce hadith. J'ai pas capté. Enfin, la phrase, elle fait 2 lignes, tout le monde a compris. Je veux dire, il n'y a pas d'interprétation possible de cette phrase. Donc là, c'est vraiment le jeu de dupe rend, on va dire, à la fois sa défense complètement inintéressante. Il va dans les brèches. Son avocate avait déjà essayé de faire un vice de procédure à la base. Donc voilà, on essaye par tous les moyens d'éviter la chose. À Toulouse, le débat s'était porté. Alors, l'imam en question, là, c'était un prêche qui avait été filmé, il ne le savait pas. Et donc, il cite la même chose, le même hadith. Et il se défend au tribunal en disant « Non, mais moi, c'est simplement que c'est un avertissement et non pas un ordre que donne Allah à Mahomet dans cette phrase, etc. » Alors, le tribunal l'a condamné en disant « Vous avez, même si c'est le cas, vous avez oublié de préciser ça dans votre prêche. » Bon. Mais simplement, ces avocats, à la base, le procureur, à l'époque, lui dit « Vous êtes à la barre non parce que vous êtes imam ou parce que vous avez cité un texte sacré, mais parce que vous l'avez fait dans des conditions à engendrer la haine. » Bon, à l'époque, c'est le moment où la capitale se déplace de Tel Aviv à Jérusalem. C'est ça le contexte, on va dire. Mais moi, je reprends. Alors, le procureur, il essaye de s'en sortir aussi parce que, en effet, l'avocat de l'imam à l'époque, M. Bourdon, maître Bourdon, dit à la barre, appartient-il au juge de dire si tel ou tel hadith peut être utilisé ou non par un imam. Et elle est là, la phrase, en fait. Il est là le sujet, dans le fond. C'est-à-dire qu'en effet, est-ce qu'un tribunal peut expliquer que tel texte sacré contrevient à ses lois ? En tout cas, c'est ce que vient de faire le tribunal. Donc, quelle est la conclusion politique de cette décision ? C'est vertigineux, en fait. Oui, non, mais oui, mais c'est la question de fond. Mais très concrètement, vous avez un imam qui est condamné pour apologie du terrorisme, le téléspectateur qui nous regarde aussi. En ayant cité un texte de l'islam. Oui. Donc toutes les distinctions disparaissent, je suis désolée. On va se faire gronder parce que normalement il y a la publicité. Mais Georges, allez-y, c'est passionnant. Est-ce que la justice peut se comporter finalement, s'analyser en docteur de la foi, c'est-à-dire analyser les textes. Les textes. C'est un sujet, effectivement. Mais là, attendez, il faut recontextualiser ce message. Justement, moi, c'est ça qui me gêne. Même sans contexte, pardon, la phrase, elle est claire. Elle est claire, de toute façon. Oui. Et au fond, qu'est-ce que se contente de répondre la justice ? C'est 8 mois avec sursis et 1 an d'interdiction de prêche. 8 mois avec sursis, ça veut dire que si vous tenez bien pendant 5 ans, cette peine sera non avenue. Et au bout d'1 an, vous pourrez reprendre vos prêches, n'est-ce pas ? Moi, je crois qu'on pouvait attendre de la justice dans une affaire, non seulement une peine ferme telle que l'avait requise le parquet, mais une interdiction définitive. Mais bien sûr, évidemment. Mais ça paraît évident. Et s'interroger sur une éventuelle déchéance. Attendez, je vais me faire gronder là. Je vais vraiment me faire gronder parce qu'on est en retard. Le fait de provoquer directement des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Voilà les peines qui sont encourues quand vous faites l'apologie du terrorisme. On en parle juste après la pub. On revient sur le. Bien sûr. On revient sur ce sujet juste après la pub. Parce que ça répond à ta question. 10h, le point sur l'information avec vous, chère Isabelle. Nouvelle manifestation de soutien au peuple palestinien cet après-midi à Paris. La préfecture de police l'a bien autorisé et rappelle qu'aucun débordement ne sera toléré. Le Parti socialiste a annoncé se joindre également au rassemblement. La marche est prévue entre 14h et 19h de la place de la République à celle de la Nation.
Après la tempête Ciarán qui a coûté la vie à au moins 2 personnes en France, 260 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin. Et pas de répit, la tempête Domingos arrive. Météo France a déjà placé 11 départements en vigilance orange. 10 autres le seront également ce soir en raison de violentes rafales de vent sur la façade atlantique. Et puis au moins 132 morts dans un séisme de magnitude 5,6 au Népal. Une centaine de personnes ont été blessées. Hier soir, un tremblement de terre a secoué une région reculée de l'ouest du pays. Les secours sont à pied d'œuvre pour rechercher des survivants. Des secousses modérées ont été ressenties jusqu'à New Delhi en Inde. Merci Isabelle Piboulot pour le point sur l'information. Charlotte Dornelas, Alexandre Devecchio, Georges Fenech, Philippe Ballard du Rassemblement National et Franck Tapiro sont toujours avec nous. On parlait avant la publicité de l'imam de Beaucaire. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant que l'imam de la mosquée de Beaucaire, Yassine Alimar, a été condamné en première instance à 8 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme et provocation à la haine ou la violence, que le parquet de Nîmes a décidé de faire appel. Donc on va voir si la peine sera plus lourde en appel, et les précisions, les toutes dernières informations qu'on vous donnait déjà hier soir avec Tanguy Yam. L'imam de Beaucaire, Yassine El-Imar, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes. Il a également écopé d'une interdiction d'exercer sa fonction d'imam pendant 1 an. C'est-à-dire qu'après cette année d'interdiction, il pourrait reprendre ses prêches à la mosquée. Des peines jugées insuffisamment fortes par le parquet de Nîmes qui a décidé de faire appel. L'imam était jugé pour apologie du terrorisme en ligne et provocation publique à la haine ou la violence en raison de la race ou de la religion. Il avait publié un message sur Facebook tiré d'un hadith qui disait, je cite, « Vous combattez les juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira aux musulmans, voici un juif caché derrière moi, viens le tuer ». Après un signalement du préfet du Gard, il avait été interpellé en début de semaine à l'aéroport de Marseille-Marignane alors qu'il revenait d'un pèlerinage à la Mecque. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, franco-marocain et qui avait exercé dans plusieurs mosquées de la région. Il s'était établi dans celle de Beaucaire depuis 3 ans. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette information, Alexandre Devecchio ? C'est le fait de l'interdiction de 1 an. C'est-à-dire rien. Et ça veut dire qu'il va continuer à propager une idéologie islamiste, parce qu'il faut le dire, quand il va pouvoir reprendre son métier. Donc, en plus de la peine du fait qu'il ne fera pas de prison, il devait être exercé à vie, enfin interdit à vie d'exercer. Mais ensuite, ça pose une question intéressante, et ça répond aussi à la question que posait Georges Fenech. D'où vient cette haine des Juifs ? Il va falloir tout poser dans ce débat. C'est ce que je disais, arrêter de se voiler la face sur un certain nombre de choses. Il cite un hadith. Donc, il y a un problème dans le Coran, dans les textes sacrés, sans être un grand théologien, mais j'en ai interrogé quelques-uns, avec certains versets. Je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant, un hadith, c'est une parole attribuée à Mahomet et consignée dans la tradition islamique. Et exactement. Et donc, ce qui est gênant, c'est qu'il n'y a effectivement pas de clergé en islam, il n'y a pas de tradition d'interprétation des textes, de contextualisation, et sans ça, on n'en sortira pas. Ouais, j'invite les et ce qui est dommage, c'est qu'on entend des imams venir sur les plateaux dire c'est une religion de paix et d'amour, sans poser le problème. Même dans le catholicisme, il y a eu une question sur l'antisémitisme, le peuple décide, mais on en a parlé, et ça a permis de la surmonter. Tant qu'on n'ouvrira pas les yeux là-dessus, qu'on se voilera la face, on dira juste l'islam est une religion de paix et d'amour, et d'un côté il y a l'islam et de l'autre l'islamisme, et ça n'a rien à voir, et ben je pense qu'on n'avancera pas parce qu'il y a un lien malheureusement entre les deux. Ce qui est intéressant, et c'est Pascal Praud qui le rappelait hier matin, c'est le silence médiatique. Nos confrères par exemple de Libération, sont très attentifs sur l'activité des prêtres et sur les risques de pédocriminalité. Ils en ont fait des tonnes là-dessus. Et à juste titre, il faut être vigilant sur l'islamisme et certains imams. Là, il n'y a pas grand-chose. Mais là, en plus, vous avez un maire RN, donc il n'y a rien qui va pour... Non, mais là, Libération, non, mais écoutez... On a un petit peu peur, et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, la justice a peur. Puisque, mais peur de quoi ? De punir. Enfin, écoutez, 8 mois avec sursis, c'est de l'impunité. Mais vous savez très bien que l'impunité, ça veut dire le pouvoir. Et le pouvoir, c'est pouvoir continuer à dire n'importe quoi. Moi, je vais vous dire, il y a une peine dont on est passé à côté, en fait. Moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est « Ok, monsieur, c'est une maladresse. Donc, vous allez corriger cette maladresse, vous allez retweeter ce hadith, et derrière, vous allez faire un avertissement à tous les frères musulmans, vos frères musulmans, et vous allez leur dire « Attention, aujourd'hui,
vu le contexte, vu comment ça a été écrit, etc. Je vous dis, nous devons, nous musulmans, être frères avec les juifs. Nous ne devons pas les agresser, ni les insulter. Nous sommes tous frères. Et là, on va voir justement s'il est, comme on le dit, quelqu'un qui a une conscience universelle, ou alors s'il pense exactement ce que dit cet hadith. Je rappelle qu'il est franco-marocain. Oui. Hier, Philippe de Villiers disait sur notre antenne déchéance de nationalité. On change la loi. Aujourd'hui, c'est impossible. Mais est-ce qu'on peut l'expulser après? Parce qu'il a 4 enfants. Donc, dans l'état actuel de la législation, c'est quelqu'un qui ne pourrait pas, de toute façon, être expulsé. Alors, bon, tout à l'heure, on parlait, il y a quelques instants, de foutage de gueule, pour reprendre l'expression. C'est vrai que là, c'est quand même quelque chose qui a été écrit. Je veux dire, c'est pas dans un prêche, dans une discussion, un débat, on peut avoir une phrase qui vous échappe, malheureuse. Mais là, il s'est mis devant son ordinateur ou sur son téléphone et il a écrit cette phrase. Il n'est pas le seul, c'était rappelé il y a quelques instants. Il y a eu un imam à Toulouse, il y en avait eu un à Brest. Il faut s'attaquer au cœur quand même de tout cela. Tout à l'heure, je vous parlais, je vais être concret dans ma démonstration, ou je vais essayer en tout cas de l'être, de cette proposition de loi qui a été déposée en février 2021 par Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que maintenant, il faut rentrer dans le concret, il faut lutter contre ça. On empêche par exemple le financement. Émilie Gorus, qui nous vient de Turquie, finance des mosquées. Cette mosquée, elle a été financée par qui à Beaucaire? Je demanderai peut-être à Julien Sanchez. Demandez au maire. Excusez-moi, c'est le maire de Beaucaire, maire Rassemblement National. Donc peut-être qu'il rende quelques comptes. Qui finance cette... c'est sûrement pas lui. Mais est-ce que c'est par sûrement exemple pas lui? Pardonnez-moi, il est maire de sa ville. Des mosquées. Il faut empêcher l'infiltration dans la fonction publique. Il faut pouvoir expulser ces imams prêcheurs de haine. Enfin, il y a tout un tas de mesures qui sont contenues dans cette proposition de loi. Et ce qui est terrible, et pour terminer, c'est qu'on le sait. Moi, je vais vous citer une phrase d'Emmanuel Macron du 2 octobre 2020. Emmanuel Macron déclarait « Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste ». Il rappelait qu'il y a dans cet islamisme radical une volonté revendiquée, affichée, une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle. Le constat, très bien. Qu'est-ce qu'on a eu après? Alors, une loi qui s'appelait « Pour lutter contre le séparatisme », qu'on a changé de nom d'ailleurs. On a changé de nom parce que c'était trop violent. Et ça a fait pchit à l'arrivée. Donc maintenant, voilà, je vous renvoie à cette proposition de loi. C'est concret, il y a tous les outils pour lutter contre ces prêcheurs de haine qui se trouvent sur le territoire national. Georges, en 30 secondes, s'il vous plaît. J'ai l'impression que cette affaire de l'imam de Beaucaire est une nouvelle affaire Iqwisen. On ne va pas s'en débarrasser comme ça. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait des réquisitions fermes du parquet, parce que même les réquisitions de 8 mois fermes du parquet, c'est léger. C'est en dessous d'1 an, c'est-à-dire que c'est une peine aménageable, c'est-à-dire qu'il n'ira pas en prison. Exactement. Donc si vous voulez vraiment, en tant que procureur de la République, vous défendez les intérêts de la société et de la nation tout entière dans vos réquisitions. Vous requérez, au-delà d'1 an ferme, vous êtes sûr que ce ne sera pas aménageable et qu'il ira effectivement purger une peine au sens où nous l'entendons. Voyez-vous ? Et puis se pose la question, encore une fois, du recrutement et de la formation des imams. Cette loi séparatiste, vous faites allusion, avait prévu un certain nombre de choses. Qu'en est-il ? Il nous reste moins de 10 minutes et on a encore 3 sujets à voir. Dans l'actualité également, ce samedi, de nombreuses villes en France, vous avez des manifestations autorisées pro-palestiniennes, avec pour la première fois depuis le 7 octobre, d'ailleurs, à Paris, une participation du PS. Du Parti socialiste. À Paris, le rassemblement est également autorisé et sera sous haute surveillance. On voit cela avec Kylian Salé. Le départ sera donné à 14h ce samedi. La manifestation s'élancera de la place de la République pour une arrivée prévue place de la Nation à 19h. Pour la première fois depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, le Parti socialiste appelle à se mobiliser. Dans un communiqué, il demande la libération des otages, un cessez-le-feu immédiat, tout en dénonçant les actes du Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste dont l'objectif n'est pas la paix et la coexistence de 2 États. Il doit être combattu comme tel. Le Hamas n'incarne pas la résistance palestinienne, mais participe au malheur des Palestiniens. Le Hamas trahit les Palestiniens en entretenant à dessein le conflit. Du côté des forces de l'ordre, un dispositif conséquent d'ordre public sera mis en place avec l'utilisation de drones pour surveiller le cortège. Dans un communiqué, la préfecture de police de Paris reste vigilante. S'il n'interdit pas cette manifestation, le préfet de police maintient cependant sa posture de fermeté adoptée depuis le début du conflit israélo-palestinien. Aucun débordement ne sera toléré au cours de cette manifestation. L'objectif est de ne pas revivre ces scènes de tension comme lors des manifestations précédentes dans la capitale. Hormis Paris, des rassemblements autorisés sont aussi organisés aujourd'hui à Lyon, Nice, Nantes ou encore Dijon.
Ça va être très intéressant de voir ça. Le Parti socialiste à cette manifestation, qui a un discours extrêmement ferme, extrêmement clair sur le Hamas. C'est un groupe terroriste. Il faut juste qu'ils se réveillent un peu, parce qu'à côté d'eux, il va y avoir du monde et des gens qui considèrent que le Hamas est un groupe de résistance et qui n'ont rien compris, les socialistes, s'ils considèrent que le Hamas est un groupe terroriste, Georges Fenech. Mais je croyais qu'il s'était mis en retrait de la coordination NUPES. Mais quand on représente 1,75%, vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, tout d'un coup, il rallie une initiative NUPES en prenant des précautions de langage sur leur participation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Olivier Faure, là, il y a un problème. Mais c'est pas maintenant que ça évolue, mais Olivier Faure, non mais ça va être... Je suis très curieux d'écouter. Ce qui peut être intéressant, c'est d'écouter ce qui va se passer dans la manifestation, les slogans, de pointer la caméra sur les députés socialistes, sur les représentants socialistes, qui vont peut-être, parce qu'on a entendu derrière ces manifestations, et encore une fois, je le dis, c'est très bien, libre à chacun de manifester pour la paix, libre à chacun de manifester pour les civils en Palestine. Mais en revanche, si vous manifestez en considérant qu'Israël n'existe pas, qu'Israël est en train d'opérer, est en train de faire un nettoyage ethnique, que le Hamas n'est pas un groupe terroriste, c'est là où on bascule dans quelque chose d'autre. C'est pire que ça. Depuis le démarrage, il n'y a pas eu une seule manifestation pro-palestinienne. Je l'ai redit et répété. Et je vais le prouver comment. C'est très simple. Si on estime aujourd'hui que le Hamas assassine son peuple et le tient otage depuis des années, on ne peut pas dire à ce moment-là « à mort Israël », sioniste, terroriste et Macron complice. On fait à la limite des slogans contre le Hamas. Donc on voit bien qu'il y a une inversion de valeur. Pour détacher le Hamas du peuple palestinien, il ne faut pas taper sur Israël, il faut taper sur le Hamas. Voilà ce que vous pouvez dire sur la manifestation, et on espère que ça va se passer dans le calme, évidemment, parce que la semaine dernière, il y avait eu des premières tensions entre forces de l'ordre et certains éléments perturbateurs. Il nous reste exactement 6 minutes. Et on va sortir un peu des sujets qu'on a pu traiter cette semaine. Je vous propose deux sujets. Et c'est Charlotte qui va décider, puisque c'est Charlotte la patronne. Soit on parle d'Anne Hidalgo. Une petite polémique. Elle nous a pas tout dit sur son déplacement, Anne Hidalgo. Soit je vous propose, je ne sais pas si vous l'avez vu, cet échange hier d'Emmanuel Macron dans le Finistère avec un jeune. Alors moi j'ai dit c'est un écolo anxieux. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ? Vous choisissez quoi ? Anne Hidalgo ? Est-ce que vous sauvez Anne Hidalgo sur les épaules. Ou est-ce que vous voulez parler d'Emmanuel Macron ? Allez-y Charlotte, là. Allez, vous avez 5 secondes. Choisissez Anne Hidalgo ou Emmanuel Macron. Anne Hidalgo. Oh non, Charlotte. Macron. Monsieur le Président. Il y a des choses à dire. Monsieur le Président. Parce que justement, en face à lui, il y a quelqu'un jeune qui lui dit Macron. Il lui parle très mal. Ah, ça, je me permettrai pas. Emmanuel Macron était en Bretagne, territoire, je le rappelle, sinistré après le passage de la tempête Ciarán. Et on pense à tous les Français aujourd'hui qui sont sans électricité. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de foyers qui l'étaient. C'était 450 000 encore foyers privés d'électricité hier midi. Et là, il y a la tempête Domingos qui frappe la France. Le bilan, il est lourd. Il fait état de 2 morts et 47 blessés. Et donc, Emmanuel Macron s'est rendu sur le terrain. Et il a pu échanger, il a été interpellé, même quasiment attaqué par un écolo anxieux, un jeune homme qui lui dit merci. Bravo. Bravo ce que vous faites sur l'écologie. Et vous êtes venu en avion pour venir dans le Finistère ? Et il va lui répondre, il est un peu surpris par cette situation. Regardez cet échange qui est assez étonnant. Merci pour le futur que vous nous proposez, avec votre inaction climatique que vous nous proposez. Ne dites pas des choses excessives. L'avenir que vous nous offrez, merci à vous. Merci, merci à vous. Non, vous n'êtes pas juste de dire ça. Si. Non, parce que la caricature... Vous êtes venu comment à Plougastel, s'il vous plaît ? Mais je suis venu en avion. Merci. Mais non, mais... merci de prendre l'avion. Mais oui, mais... Merci pour mon futur, pour mes enfants. Et on continuera, et vos enfants continueront de prendre l'avion. D'ailleurs, ce qu'on fait, c'est la transition pour aller vers un carburant durable et une croissance verte. Oui, on croit la croissance verte. Mais bien sûr. Non, ça n'existe pas la croissance verte, s'il vous plaît. Mais mon pauvre, j'espère qu'il y aura de la croissance, parce que s'il n'y a pas de croissance, on ne peut pas payer les retraites. S'il n'y a pas de croissance, on ne pourra pas vous payer l'hôpital. Une journée sans électricité, je pense qu'on aura pire bientôt. Il y a un travail qui a été fait. Pire. Non, le travail que vous faites... J'aurais aimé avoir je ne suis pas sûr de l'avoir aimé au demeurant, mais je trouve que vous avez beaucoup de certitude à votre âge. Il faut changer les habitudes, il faut continuer l'innovation, mais il ne faut pas être dans le pessimiste, parce qu'il mène à l'inaction. Mais allez voir Élysée, et puis vous me direz après. Alors la légende dit qu'il a été très rapidement appelé par Sandrine Rousseau, ce jeune garçon,
qu'il est désormais porte-parole de l'écologie des Verts. Alors on sourit un peu, mais c'est quand même intéressant cet échange, Philippe Ballard. Ouais, bon, là, vous défendez le président de la République, par exemple ? Il y a le fond et la forme. Je le combats politiquement, mais je respecte évidemment Emmanuel Macron et je respecte bien sûr la fonction présidentielle. Mais là, quelque part, il y a un petit effet boomerang parce que Emmanuel Macron s'est livré. Moi, par exemple, j'ai des images de McFly et Carlito, par exemple, à l'Élysée, quand on fait des roulades, alors pas le chef de l'État, mais dans les jardins de l'Élysée, quand au moment de l'affaire Benalla, Emmanuel Macron dit venez me chercher. Enfin, le chercher. Un peu me chercher moi, Emmanuel Macron. On désacralise un peu la fonction présidentielle. Bon, encore une fois, moi je respecte cette fonction présidentielle et il faut tout faire pour qu'elle soit respectée. Après, c'est intéressant ce que dit ce gamin, parce que malheureusement, il n'est pas le seul. Il y a une tendance auprès de la jeunesse, notamment, qui est, suicidaire, alimentée par des discours de Greta Thunberg, par exemple. L'éco-anxiété. Moi, je suis rentré dans une conversation, il y avait 3 jeunes femmes qui discutaient entre elles, tranche d'âge 23-26 ans. Et elles disaient, je ne veux pas d'enfants. Et alors chacune échangeait ses arguments. Une, je veux pas que mon gamin il vive avec un masque à oxygène, il n'aura plus d'air pour respirer. L'autre lui disait, oui, puis il n'aura plus d'eau potable à boire. Moi, je suis entré dans la conversation et je leur ai dit, écoutez, c'est pas poli ce que je fais, mais quand même, là, ce que j'entends, c'est pas possible. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il y a en Europe un hiver démographique. Il n'y aura plus d'habitants. Et de l'autre côté de la Méditerranée, là, il y a un coup de chaud démographique. Qu'est-ce qui va se passer à terme ? Votre sacrifice, ça aura été zéro, ça n'aura servi à rien. Parce qu'on va tout simplement traverser la Méditerranée, vivre en Europe, et parfois, disons, ces populations, et on peut comprendre pourquoi, le militant, parce que c'est de manger leur principale préoccupation. Philippe Ballard, s'il vous plaît. Je veux dire, l'environnement, c'est pas leur principale préoccupation. Alors attendez, le militant écolo averti. Cette jeunesse est suicidaire. Philippe Ballard, le militant écolo averti, vous aurez peut-être aurait dû vous répondre. Moi, je suis pas concerné par ça. Le Rassemblement national l'était pas en 2022. La brochure qui est envoyée à tous les électeurs pour la présidentielle, la brochure de Marine Le Pen, à tous les électeurs qui a été envoyée, il n'y a pas un mot sur l'écologie. Donc vous êtes bien gentil, occupez-vous de l'écologie. Et puis moi aussi, c'est pour ça que je suis inquiet. Peut-être que vous serez au pouvoir en 2027. Et ben vous m'inquiétez. Moi, je suis un écolo anxieux. Des supertankers qui traversent les océans. Alors, et le localisme, c'est la solution. Le localisme. Travailler sur l'environnement, l'écologie, vous savez, on est très en Je vous dis que, par exemple, attention, parce qu'on pourrait ressortir la brochure. La brochure de 2022 qui a été envoyée. Et moi, j'incite les gens qui nous regardent à aller sur la lettre qui a été envoyée, pas un mot. Et aller voir notre brochure sur l'écologie et l'environnement. Il y a tout dedans. Vous avez vu comment il a parlé au président de la République ? Et vous, là, vous avez pris l'avion ? Oui, c'est ça. Eh bien, bravo. Bravo, vous avez pris l'avion. Je suis pour cette jeunesse dont vous parlez, qui est vraiment anxieuse, c'est vrai ce qu'il dit. Bah oui. Ils ne voient pas l'avenir comme nous, on le voyait quand on avait leur âge. Et pourquoi ça dure 2 minutes. J'aurais dû passer la séquence en 2 minutes, mais vous avez trop parlé tous les 5 aujourd'hui, donc on n'a même pas eu le temps. L'expert en communication que vous êtes, est-ce qu'il a été, il s'en sort bien ou pas, le président ? Déjà en termes de communication, le langage qu'emploie ce jeune, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est de voir le manque de respect total par rapport aux institutions. Juste ça. Oublions le sujet de l'écologie 2 secondes. Quand on est jeune en France aujourd'hui, on peut s'adresser au président de la République de cette façon, même si on le combat sur ses idées, sur tout son programme. Oui, mais c'est le retour du bâton. C'est lui qui voulait emmerder les non-vaccinés. Pardonnez-moi, quand vous parlez comme ça aux gens. On a un contexte un peu particulier, mais il n'y a pas de respect. 2, je trouve qu'il ne s'échappe pas du tout. D'ailleurs, ce n'est pas le genre de Macron, il ne s'échappe pas. Il essaie de répondre sur le fait que non seulement lui prendra l'avion, mais cette génération continuera à prendre l'avion parce qu'il travaille sur une transition. Donc il répond finalement sur le sujet majeur, qui est de dire prendre l'avion, c'est pas uniquement quelque chose, c'est polluant et ça a été polluant. Demain, ça le deviendra un peu moins. Donc voilà, c'est une séquence pour moi qui montre plus le manque de respect par rapport au président qu'autre chose. Eh bien, merci à tous les 5 parce que c'était une émission passionnante et dans cette actualité parfois très lourde, souvent trop lourde, on a réussi à avoir des petits moments de respiration. Là, il y a toute l'équipe d'Anne Hidalgo, ils se disent yes. Ils n'ont pas fait le sujet. Ils n'ont pas fait le sujet ce matin. Yes, Charlotte, elle a décidé. Sachez que il y a l'heure des pros 1, mais il y a aussi l'heure des pros 2. C'est à partir de 20h. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons attentivement sur l'imbroglio Anne Hidalgo, qui déplacement de 3 semaines, qui n'a pas vu les infrastructures allouées au surf apparemment. Donc non mais raison de sécurité. Elle a préféré envoyer son adjoint.
juin au sport. Dans un instant, 20h, je vous assure, entre 20h et 21h, on va en parler. Docteur Millot, à 10h30 bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme programme? C'est Brigitte qui m'envoie un message. Docteur, qu'y a-t-il? Elle nous dira si on peut réellement booster... Ah, ça c'est intéressant, si on peut booster son immunité. Parce qu'on est tous un peu malades ces derniers temps. Alors Charlotte... Mais surtout vous, j'ai l'impression. Santé d'acier. Non, moi... Toutes les semaines, vous dites... Je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Je suis heureux d'être avec vous. Merci à tous les 5 encore et merci aux équipes. Merci. On se revoit à 20h. Anne Hidalgo, je pense.